Salut tout le monde, c'est Simon Sanchez ou Peanuts pour limpers.com et une vidéo mentale dans la série Zero to Hero, on est en NL5 encore. Et on va discuter aujourd'hui de la concentration et l'attention qu'on doit avoir aux tables. C'est un sujet qui est pas très souvent évoqué, il l'est néanmoins, mais pas très souvent. Et quand il est évoqué, il est en fait absolument pas traité. C'est-à-dire que personne sait enfin on sait qu'on doit faire attention et qu'on doit être concentré, mais bon, on sait pas exactement à quoi on doit faire attention et comment on peut faire attention. Donc ici dans cette première vidéo, je vais essayer de vous dire à mon sens quelles sont les choses les plus importantes pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres, sur lesquelles vous devez vous concentrer et être attentif. Et je vous donnerai quelques rapides conseils aussi sur comment réussir à faire attention, puisque c'est bien beau de dire fais attention tout court, mais est-ce que ça veut dire qu'on va faire attention? C'est pas sûr. C'est comme si on nous dit joue bien et ne tilte pas. C'est pas pour autant qu'on va bien jouer et ne pas tilter. Donc il y a un peu un pas entre l'un et l'autre. On fera ce pas petit à petit, un peu dans cette vidéo, un peu dans d'autres. Donc on va commencer avec l'idée d'être attentif aux adversaires. C'est quelque chose qu'on fait très peu. Quand on démarre le poker, en général, on est attentif à nos cartes qu'on reçoit et à ce qui sort au flop. Mais on fait rarement attention aux adversaires, à ce qu'ils ont, etc. Donc c'est vrai que ça me paraît vraiment primordial et je voulais qu'on discute de ça. La première chose qui me paraît très très importante, c'est vraiment de prêter attention en priorité aux mauvais joueurs de la table. Pourquoi? La première raison, c'est parce que les plus mauvais joueurs de la table, les plus gros fiches de la table, ce seront ceux sur qui vous gagnerez le plus d'argent. Ok? Donc imaginez, vous avez en face de vous, je vais essayer de prendre un exemple qui est pas trop stupide. Imaginez que vous avez en face de vous, voilà, on va prendre cet exemple qui est très rare. Vous avez en face de vous deux lacs, ok, des petits lacs, on s'en fout, qui font exactement la même taille. On va dire qu'ils font 10 mètres de diamètre, peu importe. Vous avez en face de vous deux lacs, ou 6 lacs, comme ça va faire comme une table de poker. À une table de poker en Six Max, on a en face de nous 5 joueurs. Donc imaginez que vous avez en face de vous 5 lacs. Et que vous savez que il y a un des lacs qui rapporte plus d'argent que l'autre parce qu'il y a des trésors enfouis en dessous du lac. Dans quel lac est-ce que vous iriez chercher? C'est évidemment dans le lac où il y a le plus de trésors enfouis, de plus d'argent à se faire. Et c'est exactement pareil au poker. Si vous avez 5 adversaires à la table, il y en a un qui va vous rapporter le plus d'argent, ce sera le plus mauvais, et c'est contre lui que vous devez en priorité jouer, et c'est contre lui que vous devez être le meilleur, c'est contre lui que vous devez avoir le plus de rides, le plus d'informations, etc., etc. C'est complètement ridicule, évidemment, d'avoir comme plan de jeu de se battre en quelque sorte pour fouiller dans le lac dont on sait que il est très compliqué à fouiller, etc., mais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à se faire, comme un reg par exemple. On a beau analyser énormément un reg, etc., on fera toujours beaucoup moins d'argent que contre un fiche, donc c'est quand même beaucoup plus rentable de faire attention aux mauvais joueurs à la table et de savoir les jouer, de savoir leur read. Alors vous pourriez dire des fois, oui, mais bon, c'est un fiche, c'est facile à jouer et tout, mais c'est complètement faux. Évidemment, c'est facile à jouer dans la mesure où on va être gagnant. Maintenant, entre un joueur qui joue bien un fiche et un joueur qui joue extrêmement bien un fiche, il peut y avoir une différence de gain absolument phénoménale. Et il y a certains règles qui exploitent les fiches d'une façon extraordinaire, et c'est en partie aussi pour ça qu'ils gagnent bien plus que d'autres règles, en plus d'être meilleur aussi contre les joueurs réguliers. Mais entre un joueur qui prend 10 euros de l'heure à un fiche et un joueur qui prend 20 euros de l'heure à un fiche, il y a un gouffre. Et s'il y en a un qui prend 20 euros de l'heure à un fiche, c'est parce qu'il l'exploite mieux, qu'il a des reads sur le fiche plus tôt, puisqu'un fiche reste pas très souvent à la table en moyenne, vu qu'il se fait déstacker rapidement. Donc le plus tôt vous avez des reads sur les fiches, le mieux vous savez les jouer, le plus ce sera rentable. Donc je vous incite évidemment, lorsqu'il faut être attentif aux adversaires, à prêter attention en priorité aux mauvais joueurs de la table, bien évidemment. Donc, dès que vous arrivez sur une table, au lieu de regarder votre tracker, votre cours, votre all-in EV, je ne sais quoi, prêtez attention aux mauvais joueurs de la table. Dites-vous, c'est qui? Est-ce que je le connais? Est-ce que j'ai des reads? Non, j'ai pas de reads. Ben écoutez, alors dans ce cas-là, vu que j'ai pas de reads, je vais regarder, essayer de voir exactement comment joue le fiche dans les premiers pots, etc., etc.
C'est vraiment très très important. C'est comme ça que vous allez prendre beaucoup d'argent. Donc voilà la priorité. Ensuite, il faut évidemment se focaliser sur le joueur qui est à votre droite. En fait, j'ai dit ensuite focalisez-vous directement sur le joueur à votre droite. J'aurais plutôt dire ensuite focalisez-vous sur le joueur qui est directement à votre droite. J'ai un peu inversé. Mais en gros, position. Pourquoi? Parce que le joueur qui est directement à votre droite, vous aurez toujours la position contre lui. Et s'il y a bien une façon de faire de l'argent au poker, certes, c'est de jouer des fiches, mais c'est aussi de jouer en position. Alors, le Graal, c'est d'être en position contre un fiche, bien évidemment, mais être en position de toute façon contre un joueur, on l'est forcément. Et ce joueur-là, il faudra l'exploiter bien. Alors que ce soit un nid, que ce soit un reg, que ce soit un joueur entre reg et fiche. Dans tous les cas, ce qui doit retenir notre attention après le fiche, c'est le joueur qui est à notre droite. Alors si c'est le plus gros fiche de la table qui est à votre droite, bah, très bien. Prêtez attention au deuxième plus gros fiche de la table, par exemple. Donc voilà, faites vraiment vraiment attention à ça, c'est primordial et il faut vraiment savoir prendre ses réflexes et ses habitudes. Je pense que c'est très important. Alors ensuite, dès qu'il se passe rien aux tables, il y a des moments où il se passe rien du tout. On regarde nos mains défiler, on a que des folds à faire. On est up de un buy-in depuis 1 heure, on s'ennuie un peu. Bon, on a tendance à regarder Yahoo Actualité, aller sur Skype, chatter, envoyer un SMS, faire un peu n'importe quoi. Et donc, au lieu de faire ça, au lieu de vous distraire quand il se passe rien, profitez. En fait, il se passe jamais rien, mais il se passe des choses qui retiennent naturellement ou pas votre attention. Et c'est là que lorsque votre attention n'est pas naturellement retenue, vous devrez vraiment faire l'effort de vous intéresser à autre chose, de forcer votre attention sur d'autres choses. Alors, par exemple, essayez d'avoir la moindre information sur les tendances d'un joueur, techniquement et mentalement. Essayez vraiment par exemple, imaginons, il se passe rien aux tables. Vous regardez rapidement les tables, vous les balayez du regard. Il y a une table où vous voyez que pré-flop, il y a un joueur qui 3-bet un autre. Ben, regardez, peut-être que le joueur va call et que ça va donner lieu à un coup qui va aller au showdown, qui sera très important à enregistrer et à comprendre. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas regardé du tout, vous aurez certainement aucune info. Si vous regardez, vous aurez peut-être l'info que le joueur joue telle main comme ça, ou tout simplement peut-être que le joueur sera frustré parce qu'il fera un check raise et que en bluff et que le joueur lui reviendra dessus, il foldera. Donc vous saurez que le joueur est capable de check raise bluff, etc. Donc essayez de vraiment jamais perdre votre attention aux tables et lorsque vous le ferez, de très rapidement revenir attentif. C'est encore une fois vraiment vraiment capital à mon sens. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. En dernier point, j'aimerais vous dire d'essayer, lors d'une session, de repérer le meilleur joueur que vous rencontrez pour éviter plus tard, pour étudier plus tard son jeu. C'est quelque chose donc, que je faisais peu avant. Enfin, avant, au tout début, que je fais depuis 1 an et demi, 2 ans, on va dire. C'est assez récent dans ma carrière, on va dire, de joueur de poker. Mais c'est vraiment que sur vos 6 tables, si vous jouez 6 tables, on s'en fout, sur 4, sur 8, sur toutes vos tables, il y a forcément un joueur qui est, qui est pas forcément qui est meilleur que vous, mais il y a forcément un joueur qui est le meilleur parmi tous vos adversaires. Et c'est très très important de le repérer. Pourquoi? Parce que si vous faites ça tout le temps, vous allez très rapidement connaître les 4 ou 5 meilleurs régulars de votre limite. Et surtout, vous allez pouvoir étudier son jeu. Alors, quel intérêt ça a d'étudier son jeu? L'intérêt, c'est que, vous pouvez apprendre tout simplement de ce joueur. Vous allez voir une line et peut-être qu'il est meilleur que vous. Si c'est le meilleur joueur de toutes vos tables, il est possible qu'il soit meilleur que vous. Il n'y a aucune honte à ça. C'est extrêmement important de savoir reconnaître lorsqu'on n'est pas le meilleur pour éviter le joueur et jouer de la meilleure façon contre lui. Donc imaginons que le joueur est meilleur que vous, vous aurez beaucoup à apprendre. Et même si le joueur n'est pas meilleur que vous, peut-être que vous êtes meilleur que lui, mais qu'il se trouve que y a certains spots qui jouent mieux que vous. Et vous pourrez vous dire, ah ok, intéressant, c'est vrai, bon il est pas très bon je trouve, mais là par contre, dans telle main qu'il a joué, il y a de l'idée. Donc vous prenez votre tracker, vous allez regarder le reg, et vous faites le maximum pour étudier un peu son jeu, regarder les plus gros pots qu'il a gagnés, les plus gros pots qu'il a perdus, et inspirez-vous-en. Excusez-moi, il y a le slide qui a sauté. Et donc étudier le jeu du reg, ça va vous permettre de l'exploiter
et d'apprendre des choses. Donc c'est important, il y a toujours quelque chose à faire aux tables, plein de questions à se poser. Quel est le plus mauvais joueur de la table? Quel est le joueur à ma droite? Qu'est-ce qui se passe aux tables alors que je suis impliqué dans aucun coup? Quel est le meilleur joueur sur toute ma session? Et c'est actif, c'est dynamique, c'est motivant, c'est stimulant. Vous devez être dans cette attitude un peu toujours. Vous devez pas être là affalé dans votre siège, vous dire ouais bon là je sais pas trop, oh là là, ouais, il se passe rien. Ah tiens, il y a machin qui m'a PV, je vais lui copier-coller mon bad beat alors qu'il s'en fout, etc. Voilà, ça vous devez vraiment éviter et essayer de rester dans une dynamique très très euh, incisive quoi et droite. Donc coupez tous vos logiciels de messagerie, essayez de couper tout ce qui peut vous distraire et focaliser votre attention sur tout ça. Ensuite, il y aura quatre mini-chapitres, on va dire. Pour ce chapitre, je vous conseille vraiment d'être attentif à la qualité de votre propre jeu. Ça peut paraître tout bête, mais c'est très très important. En fait, si tu veux, excuse-moi, si tu veux, j'ai souvent tendance à parler comme ça, mais si vous voulez, il faut comprendre ce que ça veut dire faire attention à la qualité de notre propre jeu. Parce que il s'agit évidemment de ne pas se voiler la face, ça c'est très bien, mais il s'agit aussi de ne pas se focaliser des fois sur un coup sur lequel on doute et de passer, je sais pas moi, 10-15 minutes à ruminer le coup et de coup de ne plus être concentré. Donc on va voir un peu ce que je vous conseille de faire en ce sens-là. Dès le jeu pré-flop, ce que je vous conseille c'est de ne pas relancer automatiquement. Voilà. Donc quand je vous dis attention à la qualité de votre jeu, c'est pas d'être comment dire ultra stressé ou quoi sur chaque coup que vous faites. Par contre, c'est de dès le départ faire vraiment très attention à tout ce qui se passe dans la session. Et ça commence évidemment par la sélection de vos mains pré-flop. C'est les premières décisions que vous aurez à prendre. C'est les mains que vous jouez ou que vous ne jouez pas. Et je vous conseille pour ça, pour ne pas relancer automatiquement, c'est de prendre le temps de voir les joueurs qu'il y a derrière vous, qui doivent parler après vous, quoi. Regardez où est placé le plus mauvais joueur et où se trouve le joueur le plus compétent. C'est très important. Ça va faire par exemple que des fois, vous aurez 7 et 8 de cœur UTG et vous allez relancer parce que il y a deux énormes fiches dans les blindes et donc vous jouerez en position contre eux s'ils payent et ils vont très souvent payer les fiches dans les blindes et éventuellement inversement si vous avez deux très gros fiches derrière vous et des très bons régulars aussi là vous pouvez coucher votre 7 et 8 de cœur par exemple parce que vous allez décider que vous n'allez pas être rentable. Donc évidemment quand vous avez paire d'as, bon vous pourrez relancer. Mais même paire d'as, je vous conseille de faire bien attention et de ne pas le relancer automatiquement, de déjà regarder qu'il y a à la table, même si vous relancez votre paire d'as, d'essayer de vous dire est-ce que je risque de me faire 3 bêtes, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont payer, histoire de ne pas être surpris et de ne pas vous dire tout d'un coup oh bah tiens il y a lui qui me 3 bêtes, est-ce que je slow play ou pas, avec quoi il pourrait bien me 3 bêtes, voilà. D'essayer d'être vraiment pleinement conscient de tout ce qui se passe à la table, tous les adversaires qu'il y a et toutes les options qui s'offrent à vous. Donc vraiment, dès le jeu pré-flop, ne relancez pas automatiquement, prenez le temps de voir les joueurs derrière vous et c'est très important pour moduler votre range d'open en fonction de ça. Je ne vais pas revenir sur l'exemple avec 7 et 8 de cœur, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Pareil au bouton, selon les joueurs qu'il y a au bouton, vous n'allez pas relancer les mêmes mains. Pareil au cut-off. Donc voilà, c'est très important de savoir les joueurs qu'il y a à la table, mais aussi où est-ce qu'ils sont placés par rapport à vous. Ça va évidemment influencer votre range d'open pré-flop. C'est quelque chose qu'on a souvent envie d'avoir en tête quand on commence le poker, des ranges d'open pré-flop fixes, mais c'est en fait une mauvaise idée, même si j'ai commencé comme ça, c'était une erreur. C'est de se dire, bon bah voilà, par exemple en premier de parole, je relance telle main toujours et telle main jamais. Par exemple, il y a des joueurs, ils vont tout le temps relancer valet 10 de cœur, d'autres jamais, et c'est une erreur. Il y a des fois, il faudra peut-être pas le relancer, des fois oui, enfin, en l'occurrence valet 10 de cœur, c'est borderline, c'est à peu près tout le temps une relance. Mais je reprends l'exemple de 7 et 8 de cœur, il y a des fois il faudra le relancer, des fois non. Pareil avec des mains même comme dame 9 de pique, etc. Donc faites attention à ça. Je pense aussi à des mains comme As-4 As-4 suité, etc. Les petits As suités. Donc voilà pour ce conseil. Un autre conseil, dès qu'une main vous pose problème, notez-la tout de suite pour la review plus tard. C'est pas très très compliqué. Il suffit d'aller dans Hold'em Manager. Vous regardez une main par exemple et sur la table, enfin Hold'em Manager ou Poker Tracker, vous avez une petite option, vous cliquez sur la main si vous savez pas comment, enfin vous pouvez demander dans les commentaires de cette vidéo ou sur des forums, vous trouverez assez rapidement.
Vous cliquez sur la main qui s'est passée et vous prenez une note tout de suite et vous arrêtez d'y penser pour l'instant. Vous reverrez cette main le lendemain avant votre session ou plus tard avant vos sessions et ce sera excellent pour vous d'être bien conscient de ça et de bien savoir repérer les mains qui vous posent problème pendant la session pour les noter et les revoir plus tard. C'est vraiment, je vois pas trop quoi dire de plus, tellement c'est important, mais j'ai envie d'insister tellement je vois peu de joueurs le faire, quoi. Je regarde des joueurs grinder et ils notent jamais de main, quoi. Ils jouent, ils perdent, ils jouent, ils gagnent, ils jouent des tonnes et des tonnes de coups, 2 heures, ils jouent 1000 mains, 1200, 1500, 2000 mains, et ils notent 0 main, et le lendemain, ils lancent leur session sans travailler leur jeu, et c'est juste horrible, c'est une erreur professionnelle, quoi, que ce soit votre métier d'être joueur de poker, ou que ce soit en amateur, donc là vous êtes en NL5, a priori si vous regardez la vidéo, en tout cas débutant. Mais qu'importe, si vous êtes débutant, j'espère que vous voulez progresser. Et encore plus, si vous voulez progresser, vous devez noter les mains qui vous posent problème pour les revoir plus tard. Alors si vous avez 158 mains qui vous posent problème, gardez-en 10. Prenez vraiment celles qui vous posent le plus problème. Mais je vous conseille vraiment infiniment de faire ça, c'est très très important. Ensuite, autre point, demandez-vous, oui, toujours, est-ce que je viens de prendre la meilleure décision possible d'après ce que je sais? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, je l'ai mis au passé, enfin, quand on se dit, est-ce que je viens de prendre la meilleure décision, c'est-à-dire qu'elle est déjà faite, mais on doit aussi se le dire en même temps dans l'instant présent. Est-ce que je suis en train de prendre la meilleure décision possible d'après ce que je sais? Donc, d'après ce que je sais, ça veut dire... vous faites de votre mieux en quelque sorte. À chaque fois que vous prenez une décision, elle doit être parfaite. Alors parfaite, ça ne veut pas dire que personne ferait mieux. Ça veut dire que en l'état actuel de ce que vous connaissez, vous faites de votre mieux. Voilà, vous n'arrivez pas à trouver de meilleure solution et vous faites de votre mieux. Voilà, vous devez vraiment toujours vous poser cette question. Est-ce que je prends la meilleure décision? Est-ce que ça aurait pas été mieux de check raise, machin? Et il y a deux choses très importantes dans ça. La première chose, c'est que si vous êtes pas convaincu de votre décision, vous allez noter la main parce qu'elle va vous paraître compliquée. Par exemple, des fois, vous pouvez vous dire, est-ce que je viens de prendre la meilleure décision possible en faisant ce check raise? Vous pouvez dire, honnêtement, je sais pas, mais je savais pas quoi faire d'autre, donc oui, j'ai pris la meilleure décision d'après ce que je sais. Mais je suis pas convaincu que ce soit génial pour autant, donc je note la main. Donc c'est très important puisque ça vous permet de repérer les mains qui vous posent problème. Mais ensuite, autre chose extrêmement importante, ça vous évite l'autopilote. Ok? Et j'insiste, c'est pour ça que j'ai mis ce conseil dans les premières vidéos, ça vous évite l'autopilote. C'est-à-dire que si à chaque fois vous vous dites, est-ce que là je fais le move parfait? Est-ce que parmi tous les choix qui me sont possibles, est-ce que je prends vraiment le temps de comparer tous les choix et de prendre le meilleur? Est-ce que je mets le sizing le plus parfait possible? Etc., etc. Et si la réponse c'est oui, vous pouvez déjà être serein, vous avez fait de votre mieux. Et vous pouvez aussi être sûr que vous n'avez pas joué en autopilote. Alors que parfois, on en vient à cliquer sur des boutons. De toute façon, même pas parfois, la plupart des joueurs, c'est comme ça qu'ils jouent tout le temps en autopilote. On joue très rapidement, un peu... ouais, allez, là je fais ça, c'est pas mal. Je mise 7 dans 10. Et puis on dit, mais pourquoi tu miserais pas 8? Ouais, je sais pas, j'aurais pu mettre 6. Oui, mais c'est important, entre 7 et 8, ça va être toujours 1 € de gagné, etc., etc. Donc il faut vraiment se demander est-ce qu'on prend la meilleure décision possible, est-ce que on a le sizing parfait, etc., etc. Voilà donc pour ce point. On va passer au fait d'être attentif au range. Ça me paraît vraiment extrêmement important et surtout très difficile. Donc je pense que c'est un réflexe qu'il faut prendre très tôt. Donc vous savez ce que c'est un range normalement, hein, en ayant lu le guide du débutant et dans les premières vidéos. Le range c'est l'éventail de main, donc ça peut être votre éventail de main, mais aussi celui de l'adversaire. Vous devez vraiment vous demander très 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 souvent, si ce n'est constamment, mais vous n'arriverez pas à le faire au début, quel est le range adverse et quel range vous représentez. Donc on va voir. En gros, encore une fois, des pré-flops et ensuite pendant tout le déroulement de la main, que ce soit flop, turn, river, mais au flop aussi, on doit se demander quel est le range adverse avant qu'on mise, mais aussi s'il nous raise une fois qu'il a raisé ou une fois qu'il nous a collé. Donc il y a deux temps. Si au flop, par exemple, on fait un 6-bet sur un flop As-7-2, on doit se demander quel est le range adverse pré-flop, avec quoi il a pu nous payer pré-flop.
par exemple, si c'est un pot qu'on a attaqué et que le joueur a payé. Et s'il nous raise, on doit se demander quel est son range de nouveau. Et s'il nous call, quel est son range de nouveau. Ok? C'est très important de toujours se poser cette question. Donc demandez-vous quel est le range adverse, évidemment. C'est capital. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent au poker. C'est en étant meilleur que notre adversaire pour deviner les ranges. Voilà, puisque au poker, c'est difficile de gagner de l'argent puisqu'on ne sait pas ce qu'a le joueur dans les mains. Le but, c'est de découvrir avec le plus de précision possible ce qu'il a. Et pour faire ça, il faut s'y entraîner, tout bêtement. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, c'est en apprenant à lire des ranges qu'on saura un jour, tout simplement, bien lire des ranges. Voilà, donc il faut à tout prix faire ça. C'est capital. Ensuite, excusez-moi, j'ai un peu le hockey. Demandez-vous également sur quel range l'adversaire vous voit. C'est très important. Mais c'est vrai, en petite limite et même en plus haute limite, des fois les adversaires ne réfléchissent pas en tant que range. Voilà, ils n'ont pas le niveau de pensée pour penser au range, ils nous mettent juste sur une main, ou même c'est encore plus abstrait que ça, ils se disent juste je le sens pas. Mais qu'importe, si un joueur en face de vous est un fiche ou un mauvais reg ou un reg décent mais dont vous sentez qu'il réfléchit pas forcément en range, essayez donc, ou du moins, ce qu'il suppose que vous représentez. Est-ce que vous représentez de la force, de la faiblesse? Est-ce que vous avez l'impression que l'adversaire vous sent crédible, pas crédible? Quelle image il a de vous? Donc c'est très très important. Vous devez faire attention au range adverse, mais aussi au range que vous projetez sur l'adversaire. Et si l'adversaire ne pense pas en range, vous devez faire attention à l'image qu'a l'adversaire de vous. Voilà, c'est extrêmement extrêmement important. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, si ce n'est, puisqu'il y a beaucoup de questions sur les ranges, essayez de vous y entraîner aussi souvent que possible. Vous pouvez prendre un papier, un crayon pendant que vous travaillez votre jeu et vous notez à chaque fois qu'il y a une situation difficile ou même facile, hein, vous pouvez prendre un papier, un crayon et vous notez le range adverse. Voilà, donc c'est le meilleur entraînement. Encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant des sauts de balle au tennis qu'on apprend à servir. Et c'est en s'entraînant tout simplement qu'on devient plus fort. Donc si vous voulez apprendre à bien deviner les ranges adverses, vraiment insister sur ce travail-là de devinette de range en l'occurrence. Et ce sera avec le temps quelque chose qui vous paraîtra naturel en fait. Et ce sera même plus un effort. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais insister. Dernier point sur donc les ranges. Posez-vous particulièrement la question du range adverse lorsque vous êtes dans... Oh, j'ai oublié le 1. Dans coup tendu. Lorsque vous êtes dans un coup tendu, comme par exemple face à une relance river avec une main moyenne. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Comme vous aurez du mal au début à penser tout le temps en termes de range, que vous allez jouer de façon un peu automatique, ou que vous allez peut-être vous poser la question des ranges, mais sans réussir à y répondre, essayez de vraiment réfléchir à la range dans un coup tendu. Alors par exemple, on va simuler un coup. Imaginons que vous avez As-Roi, voilà, et le flop c'est Roi de trèfle. 10 de pique, dame de pique, 4 de cœur et 7 de pique. Voilà. On va même mettre 8 de pique. Voilà. Vous êtes à la river, vous avez relancé pré-flop, un joueur vous a payé, vous misez flop avec votre top pair au roi, sur ce flop donc roi 10 dame. Ensuite imaginez vous misez aussi à la turn. Donc roi 10 dame 4, le joueur vous paye encore une fois, vous n'avez pas misé trop cher, donc vous mettez un troisième barrel donc sur ce board et le joueur vous fait tapis. Alors là, vous êtes bien embêté, vous vous dites oh là là, je sais pas quoi faire, j'ai une top pair top kicker mais bon le joueur me relance, il a l'air assez sérieux, bon quel est son range? Et donc là vous commencez à revoir la main. Donc il y avait un tirage à pique déjà au flop, hein, il y avait trèfle, pique, pique, et le pique est rentré river, donc il peut avoir les piques. Est-ce qu'il peut avoir slow play une quinte? Pourquoi pas, il peut avoir as valet.
Est-ce qu'il peut avoir slopé un brelan? Pourquoi pas aussi. Il peut avoir 10-10 ou avoir payé une fois avec 4-4 et avoir chaté. Est-ce qu'il peut avoir fait une quinte? Ben oui, avec valet 9 par exemple. Hein. Valet 9 a fait 8-9-10 valet dame. Grâce au 8 à la river. Donc il y a quand même des mains qui nous battent. Bon, maintenant la question c'est de dire est-ce qu'il peut bluffer? Bof, qu'est-ce qui pourrait bien bluffer quoi? Un joueur qui a l'air assez sérieux, nous on représente de la force, on relance pré-flop, on balance flop de l'argent, il paye, on balance turn de l'argent, il paye, on balance de l'argent river et il paye. À ce moment-là, quand même, c'est pas foufou quoi. Hein, on est vraiment dans une situation où c'est dur de voir avec quoi l'adversaire pourrait bluffer. Tous les tirages sont rentrés. Le tirage quinte, s'il avait un main comme valet 9 justement est rentré. Le tirage couleur est rentré. S'il avait une paire, pourquoi il transformerait en bluff as-dame? Donc on peut avoir tendance à se dire que dans son range, il y a que des mains, il y a quasiment jamais de bluff, donc que des mains fortes, et qu'il ne relancerait jamais une main moins forte que nous. Par exemple, est-ce qu'il ferait ça avec roi-valet? Bah non, a priori, roi-valet, il va payer ou fold, mais pourquoi est-ce qu'il ferait tapis? Donc il peut avoir peut-être roi 10 low playé, même s'il y a très peu de chance, dame 10, ou tout simplement, je vous dis, la quinte, la couleur, et se rendre compte donc dans un coup tendu, en réfléchissant au range adverse, qu'il faut qu'on fold et qu'on a vraiment aucune bonne situation pour payer. Donc voilà, c'est très très important de faire ce travail dans un premier temps. Au moins sur les coups, vous êtes le plus embêté, mais vous devez vous forcer à penser au range tout le temps. Pour la dernière partie de cette vidéo mentale, j'ai décidé de discuter rapidement du fait d'être attentif à votre état mental. Alors, oups, excusez-moi, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi ça a bugué. Un misclick de ma part sûrement. Et donc, être attentif à votre état mental, c'est quelque chose qui va vous servir tout au long de votre carrière poker. C'est de prendre conscience de ce que vous faites, de ce qui se passe en vous et à l'extérieur de vous. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça fait un peu mystique comme ça. En gros, il faut toujours, demandez-vous toujours où vous en êtes émotionnellement. Est-ce que vous êtes tendu? Est-ce que vous êtes frustré? Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que vous êtes écœuré? Est-ce que vous avez un sentiment d'injustice? Ou est-ce qu'au contraire vous êtes euphorique, trop confiant? Est-ce que vous vous sentez puissant, inattaquable, meilleur que tous les autres règles? Est-ce que vous avez envie de pleurer, de casser un verre? Est-ce que vous êtes en train de vous dire le poker c'est nul, c'est que de la chance? Est-ce que vous êtes démotivé, lassé, blasé, inattentif? Voilà. Vous devez prendre compte. Enfin, de toute façon, c'est assez simple. Vous avez des problèmes mentaux. Vous êtes certainement un fiche mental, comme tout le monde au début. Il n'y a aucune honte à ça. Le premier, je le revendique, que j'étais un fiche mental et c'est très important à comprendre. Personne ne part en étant extrêmement bon mentalement. Il y a des gens qui le sont plus que d'autres, mais tout le monde a un travail monstrueux à faire là-dessus. Donc en gros, vous avez donc des problèmes mentalement. Et la première étape pour résoudre des problèmes, c'est d'en prendre conscience en fait. Ça peut paraître tout bête, mais je le répète, pour résoudre un problème dans la vie, il faut encore voir le problème. Donc votre travail, si vous voulez progresser mentalement et être attentif à votre mental, c'est d'être attentif à vos problèmes. Et pour être attentif à vos problèmes, il faut en prendre conscience. Donc ce que je vous conseille de faire pendant la session, ça peut être assez marrant, vous pouvez même vous mettre une alarme. Si vous faites une session d'une heure, vous pouvez vous mettre 2 alarmes, une au bout de 20 minutes et une au bout de 40 minutes. Et pendant l'alarme, dès qu'elle sonne, vous faites un sit-out des tables et vous faites un bilan émotionnel. Vous dites est-ce que je suis tendu, frustré, effrayé, impatient, écœuré, est-ce que je sens un sentiment d'injustice, est-ce que je suis euphorique, etc. Et juste vous remarquez tout ce qui se passe en vous. Et le simple fait de remarquer fera que vous porterez attention à tout ça et que vous aurez envie de résoudre le problème, puisqu'être écœuré, impatient, tout ça, ce sont des problèmes, mais tout comme être euphorique. Donc c'est extrêmement, extrêmement important de faire attention à ça. Ensuite, vous devez prendre conscience de la rumination mentale pendant vos sessions. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous dites, par exemple, mais comment est-ce qu'il peut jouer aussi mal échaté, en parlant d'un fiche, par exemple, ou même d'un reg, vous êtes en train de perdre lucidité, concentration et attention. En gros, votre jeu se dégrade. Donc, vous devez prendre conscience de toutes les petites phrases qui se passent dans votre tête. Donc, un exercice pareil que vous pouvez faire, c'est vous dire comme objectif de la session, au lieu de changer, au lieu de partir toujours avec objectif comme la session, allez, je vais jouer de mon mieux, allez, je vais essayer de gagner 3 caves et tout, alors que ça dépend même pas de vous en plus de gagner 3 caves. Essayez de vous fixer comme objectif, soit en plus, soit comme objectif tout court. Je vais me fixer aujourd'hui comme objectif pendant ma session d'une heure ou deux de noter au moins 5 phrases automatiques que je me suis dit dans ma tête pendant que je jouais. Du style, voilà, oh là là, mais comment est-ce qu'il peut jouer aussi mal et châter? Et ce sont des phrases automatiques qui servent à rien, à part à vous énerver
et qui n'ont absolument aucune utilité. Au contraire, évidemment, elles vous font perdre lucidité, concentration et attention, puisqu'à chaque fois qu'une phrase comme ça jaillit à votre esprit, c'est involontaire, c'est pas vous qui décidez de vous dire ça, hein, c'est pas une action consciente et volontaire, c'est un automatisme mental. À chaque fois qu'une phrase comme ça vient à votre esprit, ben vous êtes en train de gaspiller de l'énergie, quoi. Votre esprit, au lieu d'être attentif à quelque chose, est en train de pédaler dans la semoule, de ruminer et de faire quelque chose d'inutile qui donc vous prend du temps et en plus vous use de l'énergie et a tendance évidemment à vous frustrer. Donc faites très très attention à ça. Et le dernier point, c'est donc oui, vous pouvez noter pendant la session 5 phrases du style mais comment il peut jouer aussi mal et châté, c'est pas vrai, moi je les touche jamais mes couleurs, quand est-ce que le bad run va s'arrêter, j'en ai marre, putain voilà, moi je touche jamais rien, etc. etc. Toutes ces phrases automatiques, prenez-en conscience et notez-les, ça vous permettra ensuite de travailler dessus. Donc si vous sentez que votre jeu se dégrade trop à la fin de la session, décrivez le processus de dégradation de la façon la plus précise possible. Alors, quel est l'intérêt de faire ceci? Bah, c'est un petit peu comme noter nos phrases automatiques. C'est très important à la fin d'une session de faire un bilan, on en parlera, mais de noter en gros bah, tout ce qui vous embête et tout ce qui n'est pas allé pendant la session mentalement. Si votre jeu s'est beaucoup dégradé, en général vous n'êtes pas bien mentalement et donc vous devrez décrire comment ça s'est passé du style au début tout allait bien, puis je me suis pris une couleur contre un full, ça m'a tilté, après je me suis fait craquer une paire d'as, là j'étais vraiment en tilt, je jouais mal, j'ai ressenti ça, j'étais frustré, j'ai voulu me reprendre, mais j'ai pas réussi, j'ai fait un mauvais coup, donc je me suis encore plus culpabilisé, etc. Le but, c'est pas de vous juger, le but, c'est de décrire comme un scientifique. De toute façon, la démarche de travail mental est tout à fait scientifique. C'est bah, comme je sais pas moi, quelqu'un qui étudierait l'anatomie d'un animal décrirait voilà, le poumon est là, quand on met tel produit dans tel tissu musculaire, il se passe ça, le muscle se contracte. Voilà, vous devez être votre propre observateur, c'est très important, et donc décrire tous les phénomènes qui se passent. Donc évidemment, c'est très compliqué. On en parlera encore à l'avenir dans d'autres vidéos, mais je vous recommande de prendre ça très très au sérieux parce que vous allez très vite vous en rendre compte, je pense, qu'il est le plus dur au poker, c'est pas la technique, c'est le mental, clairement. Donc j'essaierai à travers une ou deux vidéos par chaque limite de vous donner des éléments pour travailler votre mental en attendant, que vous ayez vraiment envie de travailler ça à fond parce que souvent au début on se dit ah ouais c'est intéressant machin puis on travaille pas puis au bout d'un moment quand on en a marre de bad run, de tilter et tout c'est là qu'on se met vraiment au travail donc, donc j'espère que ça vous aidera. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile, qu'elle vous servira, qu'elle vous donnera en tout cas envie de rentrer dans cet univers du travail mental et de vous améliorer, tout simplement. Allez, je vous dis donc à plus et à vos commentaires et à bientôt donc pour d'autres vidéos dans la série Zero to Hero. Ça me fait plaisir de faire cette série et j'espère surtout que ça couvre vraiment beaucoup d'aspects techniques et mentaux qui sont peut-être pas mis en avant pour les joueurs débutants partout ailleurs. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.